Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Commissaire Le Bars, on a appris que 2 gendarmes dans la région de Grenoble ont été pris au piège lors d'une intervention. Ils tentaient de contrôler un jeune homme avec un scooter qui n'avait pas de plaque d'immatriculation. Le jeune homme est tombé, ils ont tenté d'intervenir et là, une horde de jeunes sont venus les molester. On a le même scénario à peu près dans de nombreuses villes. À Rennes, des pompiers et des policiers ont été visés par des tirs de mortier. Bordeaux aussi, dans la région de Bordeaux. C'est quotidien désormais, le fait que les policiers, les gendarmes, les pompiers soient agressés? Si je vous dis non, je vais vous mentir. À chaque fois que je viens, j'ai l'impression qu'on les accumule. Ce qui change dans la description que vous venez de faire, je ne connais pas l'affaire précisément des gendarmes, mais on voit que ça leur arrive aussi sur les territoires sur lesquels ils agissent. Donc ça n'est pas que l'affaire des policiers, ça n'est pas que dans les grandes villes, et ça n'est pas que les forces de l'ordre. Ça touche tous ceux qui représentent l'autorité, mais ça va même au-delà de l'autorité. Ceux qui représentent même parfois une forme de service. C'est-à-dire que quand on en arrive dans une société à s'en prendre à des infirmières, à des médecins, à des pompiers, qui sont des gens qui n'exercent en aucun cas la force et qui viennent secourir, qu'on pille leur camion, que la réponse pénale, c'est de mettre un stage de citoyenneté au crétin qui a pillé un camion de pompiers, même si pillage est un peu fort, mais enfin il a quand même piqué un sac dans lequel il y a du matériel de soins. On voit bien qu'il y a un problème dans la société française aujourd'hui. Après, moi, j'ai du mal à rester sur les constats parce qu'on risque de les cumuler les uns derrière les autres. Il faudrait qu'on arrive à se pencher sur les solutions. Là, c'est un tout autre débat et c'est beaucoup plus angoissant d'imaginer quelles solutions, notamment à court terme. Parce qu'à long terme, on en dessine quelques-unes, je crois, dans le paysage police-justice. On se rend bien compte que ça manque de structure pour punir les gens et les enfermer. Voilà, notamment les jeunes. Mais oui, et notamment les mineurs. Moi je dis toujours, le point mort de la chaîne pénale, c'est le mineur. Pourquoi ? Parce que quand il commence dans la délinquance à 14-15 ans, avec la vitesse à laquelle va la justice, le mineur qui devient un multi-réitérant, c'est-à-dire qui cumule des faits pour finalement ne jamais être vraiment condamné, ou en tout cas de façon sérieuse, voire enfermé quand il y a besoin, et qu'on arrive au majeur, s'il a 30 ou 40 faits au compteur, pour le récupérer, c'est quand même assez difficile. Donc le point mort de la chaîne pénale, c'est le mineur délinquant. Et très souvent, dans les affaires dont on parle là, on voit que très souvent, sauf l'affaire au lycée, on en parlera peut-être tout à l'heure, ça a l'air d'être un majeur, ça doit être un jeune majeur, mais on est exactement toujours sur ces profils-là, de gens qui ont 10, 15, 20, 30 faits au compteur. On leur trouve des excuses parce que face à la justice, la loi ne les met pas en situation d'être des récidivistes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de peines qui vont tomber au vu d'actes commis pour lesquels ils ont déjà été condamnés. Ils sont multi-réitérants, donc ça nous émeut nous sur les plateaux, ça émeut la police parce qu'on les a dans la rue, mais finalement la justice, quand bien même elle serait émue, n'a pas les outils pour les punir assez vite et au bon moment. Donc on est sur un problème de point mort, voire de point faible de la chaîne pénale. Céline Pina. C'est très clair, on a un problème juridique. Je crois que c'était Maurice Berger, qui est un pédopsychiatre, qui se charge notamment de cette jeunesse ultra-violente, qui expliquait qu'avant, quand la sanction tombait, vous aviez 85% pour qui la sanction faisait qu'il sortait du circuit délinquant. Aujourd'hui, ça a baissé à 60%. C'est un véritable souci. Et lui, il expliquait ça en disant ce sont des jeunes qui n'ont aucun rapport avec le bien et le mal. Ils ont un rapport avec ce qui est bon pour le groupe et ce qui est mauvais pour le groupe. Et le groupe est extrêmement territorial. C'est la famille, le quartier, tout ça étant mêlé. Et il y a un mélange idéalisation de la virilité qui s'exprime par la violence qui est extrêmement faible et dans lequel toute excuse est vue comme une preuve de faiblesse et jamais comme une deuxième chance. Et donc lui appelle à corps et à cri, mais ça fait 10 ans et sans doute beaucoup plus, en disant il faut sanctionner dès la première infraction. C'est le seul moyen d'empêcher que ces gamins-là aillent dans le mur. En plus, c'est pour eux. Et pour sauver la société. La lecture de son livre est à recommander à tous pour essayer de comprendre en effet ce qui se passe dans cette frange de la jeunesse. Mais je suis tout à fait d'accord avec le commissaire Le Bars. La seule structure qui puisse, le seul outil qui puisse nous permettre de mettre un terme, ou d'essayer de mettre un terme, ou de diminuer fortement ce qui est en train de se passer dans nos villes, c'est la justice. Alors je reconnais bien volontiers, regardez la condamnation qui a frappé l'organisme d'extrême droite qui menaçait les terroristes, 9 ans de prison, là la décision est incontestablement prise. Mais on ne le retrouve pas, ou beaucoup plus rarement, dans des cas, je dirais, de délinquance classique plus ou moins grave. Et vous l'avez dit,
il y a aussi les outils qui manquent. Et il y a aussi un peu la philosophie quand même, qui nous a occupés longtemps. Je ne vais pas revenir sur les thèmes connus et classiques. La prison, c'est pas bien. Moins on enferme, mieux ça vaut. On a les résultats qu'on a. Or, il y a quand même... Tous les juges, j'imagine, ne pensent pas cela. Donc il faut impérativement, et que le garde des Sceaux, mon Dieu, essayons, et le président de la République fasse en sorte que la justice, qui est la décision ultime, il n'y en a pas d'autre, exerce une politique de la sanction ferme, juste, mais ferme. C'est le seul moyen d'essayer de sortir de ce qui nous étreint désormais dans tous les faits divers dont on parle. Peut-être sur ces violences contre les forces de l'ordre, après on parlera de ce qui s'est passé à Comble-la-Ville contre une enseignante. Non mais c'est toujours pareil, les faits divers d'aujourd'hui, ce sont des faits de société sur la diversité. C'est pas, voilà, c'est tout. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Là, c'est quoi ? C'est multidimensionnel. C'est à la fois ludique pour eux. C'est à la fois ludique. Et c'est d'autant plus ludique que c'est impuni, un sentiment d'impunité totale. Et leurs cibles sont peut-être moins aujourd'hui l'État. Enfin, c'est tout autant la nation que l'État, parce que les pompiers, c'est pas l'autorité. Les infirmières, c'est pas. Mais il suffit de porter un uniforme n'importe lequel pour être identifié à la nation française, et donc il est de bon goût, il est de bon ton de s'en prendre à ces gens-là. Quant à la réponse, bon, c'est pas la peine de redire ce qui vient d'être excellemment dit de part et d'autre. Il y a une sorte de fatalisme maintenant qui fait que on n'est plus dans l'autorité. Maurice Berger, lui, c'est pour le retour de l'autorité quasi paternelle, quelque part. On n'est plus là-dedans, mais à décharge. Je suis désolé d'avoir dit, à décharge pour les juges, quand bien même ne sont-ils pas laxistes, que la politique, la détestation de l'univers carcéral a fait que le mieux, c'était de ne pas en construire depuis Madame Taubira, relayée avec une très belle fidélité idéologique par Madame Belloubet. Alors, on va s'intéresser à ce qui s'est passé à Comble-la-Ville, parce que là aussi, c'est un condensé de ce qu'on vient de dire. Cette enseignante dans un lycée professionnel qui demande à un élève de sortir après qu'il ait amené une enceinte musicale en cours. Il refuse d'obtempérer, elle tente de s'interposer entre la porte et lui. Il prend la porte, il l'ouvre tellement violemment qu'elle tombe par terre de façon hyper violente. Tout ça sous le regard de certains de ses camarades qui filment la scène et qui la diffusent sur les réseaux sociaux. Les trois personnes étaient en garde à vue. Le jeune majeur qui a ouvert la porte et qui fait tomber l'enseignante qui a 18 ans, et 2 mineurs qui étaient en cours et qui, eux, avaient diffusé et filmé cette séquence sur les réseaux sociaux. Ils étaient en garde à vue. Visiblement, ils vont être déférés dès demain matin, David Lebars. La justice veut faire un exemple. Le majeur sera présenté en comparution immédiate du chef de violence. Les 2 mineurs présentés à un juge des enfants pour avoir diffusé cette vidéo. Encore une fois, on attend la réponse complète. Mais c'est une façon de marquer le coup, de dire ça n'est pas acceptable. Jusque-là, tout va bien. On va être prudent sur la réponse pénale. C'est toujours mieux qu'une décision à distance avec un départ sec du commissariat qui pourrait être un rappel à la loi ou autre chose. Le déferment, c'est déjà un signal. Aller devant les juges, c'est important. D'ailleurs, très souvent, et c'est là une des différences qu'on a entre policiers et magistrats en dehors des idéologies, un mis en cause n'a jamais le même comportement devant un juge que devant un policier. C'est logique. Devant le policier, on est quasiment face à celui à cause de qui on est enfermé. Devant le magistrat, on se dit qu'on arrive au bout du tunnel et forcément on adapte le comportement avec le rôle des avocats qui consiste quand même à leur dire qu'on respecte ses juges. C'est plus rare chez les magistrats. D'ailleurs, quand ça arrive, un outrage ou un comportement sur un magistrat, ça fait des scènes pas possibles. On nous demande de déployer le banc et l'arrière-banc pour un vol de sac à main, un crachat sur un magistrat. Je peux vous dire que parfois, il fallait dépêcher des dizaines de cars de CRS, alors que c'est quasiment devenu un quotidien insupportable, mais un quotidien pour les policiers. Moi, je trouve que cette histoire, elle a plusieurs vertus. D'abord, je ne comprends pas bien la position de notre ministre déléguée à l'Intérieur, Marlène Schiappa, qui a pris une position sur Twitter pour dire qu'elle souhaitait demander le retrait de cette vidéo. Déjà, je ne sais pas qui elle va le demander, et pourquoi la retirer. Au contraire, dans une classe, on voit qu'il peut se passer dans une classe exactement ce qu'on vit dans la rue en tant que policier. Premier point, ça éclaire aussi le débat public. Deuxième point, on a le pire de la violence, même si en elle-même, cette violence n'est pas très grave, parce que fort heureusement, je crois que la professeure n'est pas gravement blessée, mais il s'en prend à une femme qui est professeure, donc il s'en prend à une personne dépositaire de l'autorité publique. Enfin, c'est comme ça qu'un professeur, c'est ce qui va qualifier la violence aggravée.
Je crois qu'invoquer le Coran, en fait, il l'a pas plus lu qu'un de ses camarades. Ce sont les phrases qu'on entend tous les jours dans les quartiers. C'est totalement stupide, mais on n'est pas sur une agression à caractère religieux, ce qui prouve plutôt une inculture totale. Je voudrais pas faire du cynisme déplacé sur l'âge de ce garçon et savoir dans quelle classe il est, mais enfin, on voit bien que c'est pas très malin, c'est extrêmement violent, et je suis encore plus choqué en tant que policier et citoyen des crétins qui rient, les commentaires dans la classe, elle est béton, le verlan, et le fait de filmer que personne ne pense à protéger cette femme qui se retrouve seule. Il y a un jeune qui se précipite tout de suite, et il y en a qui après se sont levés. Ce qui est très choquant, c'est cet effet de meute. Après, Maître Golnadel va le dire mieux que moi, qu'est-ce qu'ils risquent les uns les autres? La peine, elle va être individuelle. Donc on va poursuivre l'un pour des violences aggravées, les autres pour complicité. Je vais vous faire un pari, mais on peut pas imaginer qu'ils soient incarcérés pour ces faits-là, puisqu'il y a sans doute pas beaucoup d'ITT. Je fais le pari qu'il n'y aura pas d'incarcération. C'est d'ailleurs sans doute pas la bonne solution vu les structures carcérales actuelles. Moi, en tant que policier ou en tant que parent, un centre de redressement, c'est ce qui leur irait le mieux à ces crétins qui ne respectent pas leurs professeurs et l'ambiance de la classe. Mais toutes ces structures-là n'existent pas. Le centre éducatif fermé n'est pas fermé. Il faut que les gens retiennent qu'en France, on n'a pas de structure pour les mineurs fermée en dehors de l'univers carcéral. Donc on est à nouveau dans le point mort d'une chaîne pénale qui ne sait pas donner une réponse rapide et efficace sur cette délinquance-là qui s'en prend aux profs, aux pompiers, aux policiers et à tout ce qu'il ne faut pas toucher dans la République. Céline Pina. Et on ne pose même pas la question, en fait, de l'accès de ces personnes à la solidarité nationale. C'est-à-dire que dès que vous envisagez des formes d'amende qui seraient, par exemple, s'ils bénéficient d'aide de la nation, autrement dit, ils sont en HLM, ils ont un certain nombre d'aides sociales. L'aide sociale, c'est pas un dû. L'aide sociale, c'est parce qu'on est tous solidaires les uns des autres, qu'on a construit une nation, qu'on se réfère à des valeurs et à des principes communs, qu'on a cette solidarité entre nous. Aujourd'hui, dès qu'un maire ose dire « bon, maintenant, il y en a marre, cette personne est délinquante, j'expulse la famille, elle n'aura pas droit à un HLM », vous avez un certain nombre de gens qui se dressent pour dire « mais c'est absolument scandaleux ». Non, c'est pas scandaleux, ça peut s'expliquer, ça peut se justifier, et il va falloir aussi qu'on mette en place ces mesures de rétorsion-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il est plus facile d'être violent, d'être islamiste, de tenir des discours contre la nation que de faire tranquillement son travail. On prend plus de risques en étant professeur qu'en agressant dans la rue, qu'en volant un camion de pompiers. C'est pas possible de continuer comme ça. Il y a un moment où, là où je suis d'accord avec Monsieur Lebar, c'est que cette vidéo est essentielle parce qu'elle montre le réel, alors qu'on a tendance à nous repeindre en rose la réalité. Et on retombe sur la question de la compassion. La compassion, le pardon, ce n'est pas un dû. Ça doit venir s'il y a prise de conscience et s'il y a réparation. Là, on arrive à des gens qui peuvent tout se permettre, qui ne payent jamais leurs erreurs, qui ne prennent même pas conscience de ce qu'ils font. On ne peut pas continuer comme ça. Maître Golnadel. Je suis d'accord. Écoutez, cette vidéo a au contraire le mérite de montrer ce qui se passe en France. Parce que si on pense que c'est un fait exceptionnel, je ne crois pas du tout. La réalité, c'est que voilà, dans ce genre d'établissement, justement, il y a une absence de compassion. Ce qui est complètement incroyable. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup plus choqué encore que le Yacine qui pousse la porte, c'est qu'elle tombe, et il se marre, il rigole. Je veux dire, voilà quelqu'un. Voilà, alors qu'elle veut, la pauvre, elle veut faire son boulot. Elle pourrait lâcher prise. Hein. Il y en a beaucoup qui lâchent prise dans l'éducation nationale, et depuis longtemps. Donc, j'ai pas compris j'ai d'ailleurs demandé en gazouillant sur Twitter à Marlène Schiappa, dans ce cas-là, pourquoi on ne supprime pas la vidéo de George Floyd? Pourquoi, je veux dire, où ça commence, où ça s'arrête, les vidéos qui montrent la réalité crue des choses. Bon, pour le reste, pardon, je veux pas faire montre d'un laxisme critiquable, mais il n'est pas question d'enfermer ce Yacine. Je ne crois pas qu'il ait un passé pénal. Son avocat plaidera, peut-être avec raison, qu'il ne supposait pas qu'en ouvrant la porte comme ça, la dame se retrouve éjectée par terre, etc. Et encore moins que... Bon, donc, ce moment un peu cruel n'a d'intérêt que pour montrer quelle est la réalité scolaire dans certains quartiers. Le reste, bien entendu, il y a une réponse, la pénale, mais c'est parce que la France entière regarde. Inutile de vous dire que s'il n'y avait pas eu cette vidéo... personne n'en parlerait, il n'y aurait pas eu de sanctions contre les impétrants. Il ne se serait rien passé du tout. Le Yacine serait allé je ne sais pas où, et puis c'est tout. Et je sais même... On ne sait même pas si l'institution aurait réagi. Il aurait sans doute été exclu de son lycée. Je ne veux pas faire de mauvais procès d'intention au lycée. Peut-être qu'il aurait été exclu 2 jours.
On ne peut pas l'exclure. Jean-Claude Dacier, cette séquence, effectivement, aura au moins montré la réalité de ce que vivent aussi les professeurs. En effet, et le fossé gigantesque qui sépare un pays qu'on a connu et qui respectait les responsables, les enseignants, mais pas seulement. Et ce garçon, Yacine, majeur, qui a collectionné quelques conseils de discipline, mais qui a, qu'on le veuille ou non, je suis d'accord, c'est pas un acte religieux, mais il fait quand même une référence, je sais plus très bien laquelle, au Coran, mais il a une imprégnation religieuse ou culturelle. C'est aussi grave l'un que l'autre, parce que cette femme, il la voit même pas. En plus, elle est noire, c'est la double peine. C'est une femme. C'est zéro dans son mental, ça compte pas une femme. Juste, il respecte sa mère, probablement, parfois. Quand on les... On peut pas dire des choses quand on les entend parler... Quand on les... pas respectable, la mère... Si vous voulez, on passe à autre chose. Mais quand on les entend parfois parler... Restons sérieux. Croyez-moi, on comprend. Mais ça, c'est très sérieux. Mais enfin, bref, il est pétri d'une culture, appelons ça, d'une façon de faire pour lesquelles les femmes ne comptent absolument pas. Donc, en effet, qu'est-ce qu'on va lui faire ? Il a renversé une femme, qui était quand même professeure et représentante de l'État français. Je ne sais pas ce qu'on peut lui faire. Le virer du lycée. Un stage de citoyenneté, peut-être. Et peut-être, je ne sais pas. Mais voilà bien la difficulté. Mais ça illustre magnifiquement la difficulté que nous avons devant nous à régler ce type de problème. Alors, commissaire Lebars. Oui, mais alors, sur le stage de citoyenneté, moi je suis très favorable à ça, je l'avais dit à Éric Dupond-Moretti à la table ronde police-justice du Beauvau de la sécurité, ou à un dispositif similaire, un TIG, travaux d'intérêt généraux, un stage, mais qui a un effet visuel. Ce qui compte pour ces gamins qui ne sont pas éduqués, c'est de les rééduquer, mais c'est qu'ils soient rééduqués de façon publique pour que ce qui les amène à agir comme ça en public, en meute, ça les met en difficulté avec une tenue fluorescente, avec marqué « Je répare la République » ou « Je répare mes bêtises », on met ce qu'on veut comme slogan, et qui soit lui-même exposé au public à réparer sa bêtise, et immédiatement. Une sorte de pilori. Ben oui, mais je suis navré de... Le bonnet d'âne de 2021. C'est une forme d'éducation, parce que j'en ai tellement vu des petits voyous comme ça, qui agissent en meute. Je vous en avais raconté une fois, un primo-délinquant qui intègre une bande à qui ils disent « Va voler le téléphone à la dame », et pour en surenchérir, pour être accepté dans le groupe, il avait massacré la pauvre femme alors qu'il s'agissait... Voilà, l'épreuve initiatique. Il faut que l'État impose la même preuve dans l'autre sens, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Parce qu'il y a un moment, même si ça doit s'appeler de la honte, il doit avoir la honte devant ses copains. Comme il nous met la honte à tous sur des images comme celle-là, et que ça fait honte aux Français, il faut que lui... Il a dit quoi, le garde des Sceaux, quand vous lui avez proposé ça ? Il était très favorable aux travaux d'intérêt généraux. Et puis vous avez vu, il nous a proposé l'avertissement préalable. Je ne sais plus quel est le terme, et je ne sais pas comment ça va se décliner. Le problème après, c'est encore une fois les moyens, les structures. Qui va encadrer ces jeunes, qui va les prendre en main, qui va traiter ça rapidement. C'est toujours un problème de moyens. Je me souviens, sur les TIG, on demandait notamment aux mairies, par exemple, d'accueillir des tiges. Sauf que le problème, c'est quand vous avez des gamins qui, quand ils étaient mineurs, ont déjà commis une dizaine ou une quinzaine d'actions et se retrouvent condamnés à un tige à 18 ans, vous vous retrouvez avec des gens ingérables, violents, et les employés municipaux ne sont pas formés pour ça. Si vous devez encadrer un gosse de 12 ans dont c'est la première bêtise, là oui, vous avez une action éducative. Quelqu'un de 18 ans dans cet état de déconnexion du réel et de refus de l'autorité, il est juste ingérable. Donc la question se repose à nouveau, qui pour encadrer ce type de personnage ? Allez, on va faire une petite pause. Que j'ai rencontrés, et je vous passe la parole dans un instant. Maître Golnadel, on s'intéressera à ce qui s'est passé aussi à Montgeron avec ce tabou de l'homophobie dans certains quartiers. À tout de suite dans Punchline.